Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Chaque Voix compte. Toute la rédaction de LCP est mobilisée ce soir pour vous faire vivre en direct cette soirée qui va tourner en fait autour d'un objet. Le bracelet électronique que Marine Le Pen est condamnée à porter pendant 1 an. La Cour d'appel de Paris a décidé de ne pas l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027. Mais c'est à elle de dire si elle accepte finalement de faire campagne avec ce bracelet. Et je vous propose de prendre tout de suite la direction du siège du Rassemblement national où l'on va retrouver Clément Méric. Clément, c'est là-bas que tout s'est joué cet après-midi. Oui, Adeline, tout s'est décidé derrière moi, au siège du Rassemblement national, lors d'une réunion à huis clos qui a duré pas moins de 3 heures, en présence de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, avec également tout l'état-major du Rassemblement national, ainsi que l'avocat de Marine Le Pen, qui était là pour expliquer sans doute la décision rendue par la Cour d'appel. Rien n'a filtré, évidemment, de cette réunion, à l'exception de quelques mots glissés à la sortie par Louis Alliot, qui nous a dit qu'on en saurait plus à l'occasion du 20h de TF1, auquel Marine Le Pen est invitée. La seule certitude, c'est que, du point de vue du droit, Marine Le Pen peut se présenter, mais si elle le fait, elle sera contrainte pendant au moins 6 mois par le port d'un bracelet électronique. L'autre option serait pour elle de renoncer à sa candidature au profit d'un Jordan Bardella qui, lui, pourrait être pleinement candidat dès maintenant. La décision, c'est Marine Le Pen qui l'a prise dans sa tête et qui devrait donc l'annoncer ce soir. Et c'est tout le suspense de la soirée. Clément Méric, on va rejoindre Marco Pommier qui se trouve au pied du siège de TF1 où Marine Le Pen est arrivée il y a quelques instants à bord d'une voiture dans laquelle elle n'était pas seule, Marco. Oui, tout à fait, Adeline. Marine Le Pen est arrivée il y a quelques minutes avec Jordan Bardella. Ils viennent de rentrer dans la tour de TF1 dans quelques minutes. Donc, on l'a compris, Marine Le Pen s'exprimera dans le 20h de TF1 de Gilles Boulot pour répondre à une question, dire si oui ou non elle sera candidate à l'élection présidentielle pour une 4e fois. C'est ça, c'est j'y vais pas ce soir, Marco Pommier. Laissez-moi vous présenter mes experts et mes compagnons de route de la soirée. Elsa Mondin-Gavin, bonsoir. Bonsoir Adeline. Journaliste parlementaire à LCP. Bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir Adeline. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bonsoir Stéphane Zumsteg. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos BVA. Bonsoir Sophie Dravinel. Bonsoir. Éditorialiste politique à France Info. Et je salue également Antoine Marette. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à France Culture, spécialiste de l'extrême droite. Sachez que chez vous, vous pouvez vous aussi poser des questions à nos invités, à nos experts. Vous flashez le QR code qui est là, regardez. Et c'est Elsa Mondin-Gavin qui se charge de poser vos questions en direct à nos invités. Je le disais, la Cour d'appel de Paris a donc rendu sa décision autour de 14h tout à l'heure. En fait, les 3 magistrates n'ont pas fait durer le suspense que l'on nous avait pourtant prédit. Résumé de cet après-midi avec Maïté Frémont. Il est 13h dans un tribunal bondé. Sous une chaleur étouffante, Marine Le Pen arrive dans la salle. Madame Le Pen, vous savez. 13h30, l'audience est ouverte. 23 minutes plus tard, le verdict tombe. Marine Le Pen est reconnue coupable, condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique et à 15 mois ferme d'inéligibilité. Mais dans son communiqué, la Cour considère que l'exécution de cette peine a d'ores et déjà réparé l'atteinte à la probité et que l'ignorer porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du suffrage universel. Autrement dit, Marine Le Pen peut aujourd'hui juridiquement se présenter à la présidentielle. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, et notamment sur la peine d'inéligibilité. Est-ce qu'on peut se présenter à l'élection présidentielle en étant déclaré coupable du détournement de fonds publics ? C'est une question que chaque citoyen peut se poser. L'audience est levée à 14h13. Marine Le Pen quitte le tribunal d'un côté, sans un mot. Et de l'autre, ses troupes sous les huées. Direction le siège du Rassemblement national pour une réunion cruciale avec une seule question ce soir. Madame Le Pen, êtes-vous candidate ? Marine Le Pen, êtes-vous candidate ? C'est toute la question qui est posée ce soir. Elle a donc été reconnue coupable de détournement de fonds publics et de complicité, condamnée à 100 000 € d'amende, 3 ans de prison dont 1 ferme sous bracelet électronique, 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis. Les 15 mois fermes sont purgés grâce à l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2025. Elle est donc ce soir éligible, Bertrand Perrier.
D'abord, comment analysez-vous cette décision de la Cour d'appel, vous qui êtes vous-même avocat auprès du Conseil d'État et près la Cour de cassation? Et la Cour a eu une autre vision par rapport au tribunal de première instance, puisque toutes les peines concernant Marine Le Pen sont très largement amodiées, et elles sont même amodiées par rapport aux réquisitions du ministère public. Donc c'est une vision du dossier qui est différente, à la fois sur la question de l'exécution provisoire, sur la question de l'inéligibilité, sur la question de la peine d'emprisonnement. Je rappelle qu'on était à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes en première instance, et que là, on vient sur une peine très inférieure. Même chose pour l'inéligibilité. Donc, la Cour a eu un autre regard sur le dossier. Maintenant, évidemment, la subtilité de l'arrêt, c'est l'articulation entre la question de l'inéligibilité, qui est ramenée à 15 mois, c'est-à-dire les 15 mois de l'exécution provisoire, et finalement cette exécution provisoire qui avait été tant décriée par Marine Le Pen, aujourd'hui lui sert, parce que, ayant été inéligible depuis le jugement de première instance, les 15 mois sont déjà purgés, mais s'articule à cela la question du bracelet qui va nous occuper pendant notre émission, où la Cour prend en quelque sorte à son propre jeu Marine Le Pen, le piège qu'elle a tendu se referme contre elle, et la Cour dit à Marine Le Pen, vous avez vous-même, alors que rien ne vous y obligeait, dit que vous ne vous présenteriez pas si vous étiez porteuse d'un bracelet. Nous, on a fait en sorte que vous soyez éligible et donc l'inéligibilité ne vous empêche pas. Maintenant, si vous-même vous considérez que du fait du bracelet, vous ne pouvez pas, c'est votre décision. C'est vous qui décidez. La Cour d'appel a d'ailleurs publié dans l'après-midi un communiqué pour expliquer qu'elle avait pris en compte, je cite, la liberté des candidatures et la liberté de choix de l'électeur, condition d'expression du suffrage démocratique. Oui, alors ça c'est la réplique de la décision du Conseil constitutionnel qui avait été rendue juste avant la décision de première instance sur l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité et à quelles conditions cette exécution provisoire était légale et en tout cas constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel, c'est d'ailleurs ce qui avait justifié qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire à l'égard de Louis Alliot, qui était à l'époque en mandat à Perpignan. Et donc c'est vraiment la réplique des termes de cette décision du Conseil constitutionnel. Il faut préserver la liberté de l'électeur qui suppose aussi que les candidatures puissent être déposées. Antoine Marette, est-ce que d'une certaine façon, la justice a dit aujourd'hui, les faits sont établis, accablants, Marine Le Pen en a été l'instigatrice, mais nous n'interférons pas avec la politique, avec la présidentielle? Oui, ça ressemble à un cadeau empoisonné pour Marine Le Pen, puisqu'effectivement, elle s'est tendue elle-même un piège. Ce piège se referme sur elle. Maintenant, la balle est dans son camp. Alors, ce soir, elle peut soit se... Alors, c'est rien, on entend la régie en direct sur le plateau. Allez-y, Antoine. Donc, elle disait qu'elle ne se présenterait pas si elle devrait porter un bracelet électronique. Elle l'a dit plusieurs fois. Et ensuite, elle l'a redit sur LCI il y a encore 5 jours. Et ce soir, est-ce qu'elle va se dédire, dire tout simplement, je ne sais pas, ah oui, mais les électeurs m'attendent, et puis finalement, la peine a été réduite, ça veut dire que je suis un peu moins coupable, et ça veut dire que techniquement, c'est plus possible que la peine de bracelet électronique qu'on me proposait avant. Donc on verra les éléments de langage si elle décide de se présenter ce soir. Bertrand Perrier, elle est un peu moins coupable, parce que si on suit la stricte logique judiciaire, la Cour d'appel aurait dû confirmer, voire aggraver la condamnation de Marine Le Pen. Les charges accablantes sont les mêmes qu'en première instance. Alors, il y a une chose qui a changé. D'abord, la Cour a toute liberté. La Cour est un 2e degré de juridiction et les cartes sont totalement rebattues devant elle et elle peut avoir une toute autre lecture. L'inéligibilité, elle, est passée quand même de 5 ans à 15 mois. C'est considérable. Et puis, il y a eu quand même un changement dans le système de défense de Marine Le Pen, changement auquel la Cour a pu être sensible. Autant en première instance, Marine Le Pen avait très violemment contesté les faits. En appel, elle a un peu modifié sa position. Elle s'est un peu assouplie. Elle a dit qu'elle avait pu commettre des erreurs. Elle n'a jamais admis sa culpabilité, mais elle a dit qu'elle avait pu commettre des erreurs d'appréciation dans un droit qui était flou. Donc, elle a contesté ce que les juristes appellent l'élément intentionnel de l'infraction. Elle a toujours nié l'intentionnalité. Voilà, c'est si j'ai mal fait, je ne l'ai pas fait intentionnellement, et le détournement de fonds est une infraction intentionnelle. Donc, malgré tout, la Cour, je ne sais pas ce qui était dans son fort intérieur, mais a pu prendre en compte ce changement, cette forme de presque prise de conscience de Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui est donc arrivée
au siège de TF1 il y a quelques minutes après avoir quitté le siège du Rassemblement national où elle a passé l'après-midi avec ses proches, avec les cadres du parti, avec des avocats. Sophie Dravinel, bien sûr qu'on aurait tous voulu être une petite souris au siège du RN pour savoir ce qu'ils s'y disaient. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce dont ils se sont parlé, de sur quoi ils se sont mis d'accord ? Écoutez, non. Pour l'instant, non. Je pense que peut-être que les langues vont parler. Je sais qu'il y avait des invitations, évidemment, à ne strictement rien dire avant la prise de parole sur TF1, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des petites souris qui écoutent à droite et à gauche. Une chose est certaine, c'est que effectivement, Marine Le Pen ne s'attendait peut-être pas, et son entourage, à cette retournement de situation. Donc il leur a fallu, en tout cas dans l'après-midi, se poser la question de savoir si oui ou non elle avait été un peu prise à son propre piège et si elle avait trop joué l'émotion en mode mais vous ne m'imaginez pas aller à Romorantin, puisque c'était l'exemple qu'elle avait pris, en demandant l'autorisation à la justice. Alors peut-être qu'elle va être obligée. Est-ce que ce serait se renier ? Je suis certaine, moi, qu'elle pourra trouver tous les arguments pour dire, en fait, j'étais sous le coup de l'émotion en disant que je ne voulais pas, mais la raison m'oblige. Et je pense, un point, c'est son meeting à Liévin avec Jordan Bardella samedi soir. Ils ont vraiment appuyé l'un comme l'autre sur la dimension sacrificielle de cette campagne en disant ni lui ni elle ne veulent y aller. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour comprendre éventuellement le fait qu'elle puisse décider de changer d'avis et se présenter en argumentant, en disant ok, je ne vais pas m'occuper de mes chats, mais je vais y aller pour la France. Stéphane Zumsteg. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Le terme reniement est utilisé, mais on pourrait en utiliser d'autres. Tout simplement un changement d'avis. Je change d'avis compte tenu du contexte politique, compte tenu de l'urgence économique et sociale du pays. Tout passe. Et je pense que ça passerait totalement auprès de son électorat. D'ailleurs, son électorat n'a jamais été un problème pour Marine Le Pen depuis sa condamnation en première instance, y compris auprès du reste des Français, puisqu'elle s'adressera à tous les Français. Et il n'y a pas que les gens du socle électoral du Rassemblement national qui pourraient voter pour elle si elle se présente au mois d'avril prochain. C'est pas la même chose. Elle n'est pas piégée au point où François Fillon s'était piégé en sortant à sa fameuse phrase. Je crois que c'était imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Oui. Et puis là, c'était dire j'irai jusqu'au bout. Oui, mais là c'était compliqué parce que c'était difficile. Il s'était retrouvé pieds et poings liés avec ses propres amis politiques. Il disait mais tu as dit ça. Tant pis pour toi. Là, c'est plus du tout la même chose. Oui, mais là où il y a une contradiction, c'est quand elle dit qu'il faut l'inéligibilité à vie pour ceux qui sont condamnés. Et de fait, ça, c'est sa phrase qui revient régulièrement. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces électeurs sont au-delà de la justice et au-delà de la morale. On va d'abord réécouter ce qu'elle disait. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était le 25 février. Ce qu'elle disait à propos du bracelet électronique. Regardez. Imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Le bracelet électronique, si vous êtes alors Madame Le Pen, si vous êtes condamné à de la prison ferme aménagée sous bracelet électronique, vous ne ferez pas campagne, vous ne serez pas candidate. On ne peut pas faire campagne. C'est un motif d'empêchement. C'est ferme et définitif. Mais on ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate. Donc, Antoine Marette, le RN avait bien envisagé le cas de figure dans lequel on se trouve ce soir. Oui, c'était le cas de figure un peu médian, donc condamnation, inéligibilité ou alors relax. Et puis au milieu, il y avait cette condamnation avec pas d'inéligibilité, ou en tout cas une inéligibilité inférieure, mais un bracelet électronique. Et Marine Le Pen avait répondu à plusieurs reprises et avait confirmé ça il y a 5 jours. Elle pourrait renier sa parole ce soir, mais ce ne serait pas la première fois. Puis elle disait il y a 13 ans que, par exemple, les élus condamnés pour des malversations... On a l'archive, on l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. On ressort aussi la boîte à archives. Mais qui peut l'en convaincre ? Les marinistes, au sein du Rassemblement national, il y a une équipe très présente auprès d'elle, 5-10 personnes, et qui étaient là tout à l'heure au siège du Rassemblement national. Voilà, des gens comme Jean-Philippe Tanguy, par exemple, qui ne souhaitent pas forcément, je ne pense pas à lui, je parle plus en général, que Jordan Bardella soit candidat, parce que le bardélisme, ça n'est pas exactement la même chose que du marinisme. Il est plus conservateur sur ses idées, on le dit rarement, mais si vous lisez son livre sur ses mémoires, il parle des racines chrétiennes de la France, il est contre le wokisme. C'est le RN du Sud. C'est le RN du Sud, c'est un peu une forme de zémourisme aussi, plus libéral économiquement. Ça n'est pas du tout la ligne du RN du Nord, représentée par Steve Briouat, par exemple. Question téléspectateur, Elsa. Oui, de Martine dans la Drôme, et effectivement, je pense qu'elle illustre bien à quel
quel point le débat s'est déplacé sur possibilité ou non. Ça ne choque personne que quelqu'un jugé coupable puisse prétendre à la fonction suprême de l'État, alors qu'un enseignant, par exemple, ne peut pas exercer avec un casier judiciaire, puisque c'est vrai qu'on le rappelle, si elle est candidate, c'est qu'elle accepte sa peine, c'est qu'elle ne se pourvoit pas en cassation, donc elle reconnaît qu'elle est coupable. C'est sur le terme choqué. Martine, elle dit mais ça devrait nous choquer. Alors, qui veut répondre à Martine, Stéphane? Quand on regarde finalement les différentes affaires politico-financières de ces dernières années ou de ces dernières décennies, il y a une chose qui ne passe pas dans l'opinion, mais j'ai l'impression une seule chose, c'est l'enrichissement personnel ou la suspicion d'enrichissement personnel. C'est ça je reviens à François Fillon, c'est ça qui lui a coûté très cher dès le début en termes d'opinion durant cette campagne électorale, c'était de début 2017. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et l'autre, la malversation, le détournement d'argent, il y a presque une circonstance encore plus atténuante, il s'agit d'argent européen. Et quand on connaît l'hostilité, alors la réticence, le plus souvent l'hostilité de cet électorat à l'égard pas de l'Europe, mais de l'Union européenne, en tout cas de la construction européenne de Bruxelles, vous avez raison, de la Commission européenne, récupérer de l'argent qui est sorti de France, c'est presque une juste cause. Oui. Donc, si vous voulez, les circonstances atténuantes, je reviens sur son socle électoral, mais aussi sur toute une partie des Français. Évidemment, ça ne concerne pas les gens qui n'aiment pas ou qui détestent Marine Le Pen. Il y a plein de gens qui sont plutôt indifférents à l'égard de Marine Le Pen, qui pourraient totalement voter pour elle au premier tour, voire au second tour, qui hésitent encore ou qui hésiteront peut-être un jour dans le cadre de la campagne si elle se présente. Ce n'est pas si grave que ça. Elle ne s'en est pas mis, pardon l'expression, plein les poches. Voilà. Je le disais, tout tourne donc autour de ce bracelet électronique. Point de procédure avec Maître Perrier. Quel est le sens du bracelet électronique, d'abord? Alors, le bracelet électronique a un nom juridique qui est intéressant, c'est la détention à domicile sous surveillance électronique. Donc, le mot important, c'est détention. En réalité, c'est un substitut à la détention. La personne doit aller en prison un jour, quelques heures, elle a un numéro d'écrou, elle est incarcérée, statistiquement, elle est considérée comme une personne détenue, simplement pour des raisons liées à l'encombrement des prisons, sa détention se fait à domicile sous surveillance électronique. Mais ça n'est pas une liberté. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr qu'un juge d'application des peines, on l'a vu avec Patrick Balkany, avec beaucoup de condamnés en DDSE, donc détention à domicile sous surveillance électronique, peut donner des horaires de sortie, mais on est quand même détenu. Et donc on n'a pas une liberté de mouvement et on doit référer de son emploi du temps. Qu'est-ce que ça empêche de faire techniquement, un bracelet électronique? Par exemple, ça empêche d'être ailleurs que chez soi le soir, ça empêche d'aller à l'étranger, ça empêche de quitter un périmètre. Donc après, c'est à négocier avec un juge d'application des peines. Mais c'est donc, d'ailleurs tout à fait paradoxal. Quand vous dites négocier, c'est-à-dire que Marine Le Pen va rencontrer le juge d'application des peines et elle va négocier avec lui. Elle va le faire si la peine est définitive. C'est-à-dire que si elle se pourvoit, il n'y a pas lieu, puisque la peine n'existe pas. S'il y a un pourvoi, tout est suspendu. Mais si elle accepte la peine, dans 10 jours, elle ne fait pas de pourvoi, donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est définitif. À ce moment-là, s'enclenche la phase d'exécution de cette décision. Et c'est là que, sur la détention à domicile, surveillance électronique, elle est faite sous l'égide, en quelque sorte, du juge d'application des peines de Versailles, puisqu'elle est domiciliée dans les Yvelines. Donc, est-ce que ça veut dire, là je parle vraiment en termes de jours, que la mise sous bracelet électronique ne peut pas intervenir avant l'expiration des 10 jours pendant lesquels elle peut se pourvoir en cassation? Elle ne peut pas intervenir avant 10 jours ni après 4 mois. C'est-à-dire que les 10 jours, c'est le délai de pourvoi, donc le juge ne peut pas faire, puisque la décision, et qui serait d'ailleurs également le délai de pourvoi du parquet. Oui. Donc, pendant 10 jours, il y a une sorte de zone blanche où il ne peut rien se passer, et après ces 10 jours, le juge d'application des peines a 4 mois pour convoquer la personne qui est condamnée à un bracelet. Ensuite, pose du bracelet électronique, 1 an. Il y a des réductions de peine pour un bracelet électronique. C'est une peine, c'est une détention, c'est un substitut à la détention. Donc il y a des aménagements possibles. C'est d'autant plus amusant d'une certaine façon que Dieu sait ce que le RN a dit sur les aménagements de peine, sur le rôle du juge d'application des peines qui détricote ce que la Cour a fait, mais finalement, là, ils vont bien être obligés d'aller quémander de ce type de détricotage pour essayer, si en tout cas c'est le choix de Marine Le Pen, de faire en sorte que le bracelet vienne le plus tôt possible et donc s'arrête aussi le plus tôt possible. L'aménagement de peine est possible à mi-peine. Donc janvier. Donc 6 mois, ça nous amène début janvier.
Sophie Dravinel. Ce qui pourrait, à mon avis, être envisageable. Imaginons les scénarios, puisqu'on est à quelques minutes du moment où on va le savoir. Si jamais elle décidait de faire campagne, elle pourrait très bien le faire en disant « Je suis une sorte de prisonnière du pouvoir ». Moi, j'ai écouté un militant historique du RN me dire cet après-midi « Le pouvoir a bien joué ». Donc le pouvoir, c'est le pouvoir politique. Et ce sont ce qu'ils considèrent les juges rouges. C'est-à-dire une espèce d'ensemble qui est hostile à cette formation politique. Et elle pourrait se considérer comme une sorte d'otage de ce pouvoir-là, et donc demander à Jordan Bardella, qui est avec elle visiblement en route vers la chaîne de télévision, de partir à l'étranger, faire sa campagne jusqu'à ce qu'au mois de janvier, entre guillemets, elle soit libérée et qu'elle puisse s'exprimer. Mais c'est un peu une folie. Mais pourquoi pas ? Oui, mais ça fonctionne avec le noyau dur des électeurs du Rassemblement national. Avec les hésitants de Bruno Retailleau, en effet. Exactement, et le RN n'a pas de problème pour le premier tour de la présidentielle. En revanche, le second tour, c'est toujours là où il y a un problème. Et pour convaincre davantage d'électeurs que le noyau dur, eh bien, des arguments comme une condamnation, parce que si elle se présente, ça veut dire qu'elle renonce à ce pourvoi en cassation, et donc qu'elle accepte sa condamnation, sa culpabilité, et qu'elle est candidate avec un casier judiciaire très lourd, et il est évident que ce sera un argument de campagne contre elle. Que Jean-Luc Mélenchon, s'il se trouve face à elle au deuxième tour, utilisera évidemment. Elle a construit une partie de sa carrière sur la stature présidentielle quand même. Est-ce qu'elle peut psychologiquement accepter cette image-là d'une femme avec un bracelet électronique à la cheville? Et poussons encore le scénario. Elle se présente, elle est élue et potentiellement, elle monte les marches de l'Élysée, Stéphane Zumsteg, avec un bracelet électronique à la cheville. Alors ça, je ne sais pas si c'est possible, compte tenu du statut particulier du président ou de la présidente de la République. Alors je me tourne vers le juriste, mais je ne suis pas persuadé que ce soit possible. Et effectivement, il y aurait pendant l'exécution du mandat une suspension, mais qui reprendrait après. Mais elle pourrait se gracier. Avec l'immunité présidentielle. Oui, elle pourrait se gracier elle-même. Là, vous poussez très loin. Mais pour répondre à ça aussi, pour compléter cette question sur le port du bracelet électronique, bien sûr qu'un certain nombre d'opposants de Marine Le Pen vont s'en servir comme quelque chose d'infamant. Ça va être la stratégie plutôt de la gauche. Je ne suis pas sûr que les gens du socle commun, enfin à voir, s'en servent autant, mais ça reste à voir. Mais si elle joue habilement cela, on peut aussi s'en servir comme d'un atout. C'est-à-dire le boulet devient un étendard. Le bracelet électronique est une c'est quelque chose qui m'entrave. Je suis entravé et malgré tout, j'arrive à faire campagne malgré toutes les difficultés physiques ou logistiques ou même morales que ça me pose. Si c'est bien joué, auprès de son électorat, ce sera simple. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut plus que son socle électoral pour être élue présidente de la République, que ce soit elle ou Bardella. Mais là encore, elle l'a dit, les termes, quand elle parlait de ce bracelet électronique, c'est « ça m'empêcherait de faire ça en tant que femme libre ». Je pense que ce sera, c'est les candidats de son leitmotiv, je suis libre, je suis entravé, mais je suis malgré tout libre et on ne m'empêchera pas de me frapper à terre. Donc si c'est habilement joué, ça peut presque se retourner comme un élément, pas forcément comme un avantage, mais presque comme un élément d'admiration pour une partie de l'électorat. Écoutez ce qu'en ont dit les députés interrogés cet après-midi dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale après la condamnation de Marine Le Pen. Bienvenue dans la République des bracelets électroniques. Comment peut-on imaginer une candidate à l'élection présidentielle qui fait campagne avec un bracelet électronique? C'est un marqueur du degré de corruption de la nation. Quand bien même se présenterait-elle, eh bien, il faudrait que les électeurs aient la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics et le Rassemblement national a été condamné pour détournement de fonds publics. Vous n'êtes pas là pour essayer de faire des hypothèses sur la façon dont l'aménagement des peines va se faire pour Marine Le Pen ou peut-être tout autre membre du Rassemblement national d'ailleurs. Les Français veulent qu'on parle d'eux et pas des ennuis judiciaires du Rassemblement national. Elsa Mondingava, vous qui avez passé l'après-midi aux 4 colonnes, au pas perdu, on n'a parlé que de ça, en fait, cet après-midi au Palais Bourbon. Alors, on n'a parlé que de ça, et on a parlé que de ça beaucoup plus tôt que prévu, puisque, effectivement, on s'attendait à une décision de justice rendue pendant 2 ou 3 heures. Donc, Marine Le Pen était convoquée à 13h30. Donc, nous, à la chaîne parlementaire, on avait fait le calcul, c'était censé tomber pendant les questions au gouvernement. On s'est tombé autour de 13h50, et effectivement, on était avec des députés qui ne s'attendaient pas non plus à ce que ça tombe aussi vite, et qui ont commencé à réagir très vite. Ce qu'on voit sur ces images, et je pense qu'il faut le rappeler aussi à nos téléspectateurs, si on entend beaucoup le centre, en gros, et la gauche, c'est parce que le Rassemblement national ne s'exprime pas jusqu'à ce que Marine Le Pen prenne la parole. Aucun député n'a commenté la décision de justice, donc au cas de colle, même si on essayait d'en trouver, il n'y en avait pas. Alors si, on a trouvé. On a trouvé un eurodéputé RN qui a fait un petit commentaire sur X. Et je crois qu'il l'a retiré. Qui a été rapidement effacé et qui disait...
Qui ose gagne. Et c'est même devenu, depuis quelques minutes, un hashtag sur le réseau X. Qui ose gagne, et ça a été retiré quelques secondes. Voilà, alors à part cette petite réaction, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup, et on voit bien l'angle d'attaque de la gauche et du bloc central. C'est de dire, nous, ce qui compte, c'est pas si elle peut, c'est elle est condamnée. Ils insistaient sur, pour eux, le fait majeur, c'est savoir qu'elle est condamnée. Donc on voit que ça peut être un angle d'attaque pour eux. Même si, en disant ça, hors des micros, beaucoup nous disaient, en fait, elle va y aller. Elle va y aller. En tout cas, la tendance ces derniers instants à l'Assemblée, c'était plutôt sur le fait qu'elle y aille. Après, tous les arguments qu'on a développés en plateau sur la difficulté aussi de pouvoir faire campagne avec ce qu'on allait lui dire sur ses anciennes prises de parole, sur l'ordre, sur l'autorité, on voit bien que ça risque d'être quand même très compliqué. Mais effectivement, un récit peut se bâtir autour de ça. Ce récit s'est sans doute bâti cet après-midi dans le huis clos du siège du Rassemblement national dans le 16e arrondissement de Paris. Marco Pommier, vous êtes devant TF1 où Marine Le Pen est arrivée il y a une vingtaine de minutes maintenant. Oui, c'est ça. Marine Le Pen est arrivée au siège de TF1 aux alentours de 19h30 et on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Marine Le Pen n'est pas arrivée seule. Elle est arrivée accompagnée de Jordan Bardella. Alors faut-il y voir dans cette arrivée commune une forme de passage de relais ou plutôt un soutien affiché à la candidate éventuelle à la prochaine élection présidentielle? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est aussi arrivée accompagnée de Jean-Philippe Tanguy, l'un des premiers marinistes qui la soutient, l'un de ses plus proches fidèles. Marine Le Pen sera-t-elle donc candidate à l'élection présidentielle pour une 4e fois? Eh bien, réponse dans quelques minutes, fin du suspense vers 20h. Merci Marco. Et si finalement elle n'annonçait rien ce soir? Est-ce que ça vous paraît une probabilité, Stéphane Zumsteg? Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire attendre son rendez-vous avec le juge d'application des peines, se donner encore quelques jours de réflexion avant de savoir si elle se prouve en cassation? Oui, alors c'est du domaine du possible, évidemment. Ça ferait un peu bizarre, je trouve, compte tenu des enjeux pour elle, pour sa formation politique. Mais oui, c'est totalement envisageable. Après, est-ce que le socle du RN attend vraiment une décision, souhaite vraiment qu'elle se présente? Je n'en suis pas persuadé non plus. Même vous, le sondeur, vous ne savez pas répondre à cette question. Moi, ce qui m'a le plus frappé après le 31 mars de l'année dernière, 2025, c'était le sentiment d'indifférence des Français à l'égard de cette condamnation. D'abord, la justice avait fait son travail. La justice n'était pas jugée. La décision de justice était acceptée par les Français et plus encore, c'est ça qui est le plus remarquable, par les électeurs du Rassemblement national. Il y avait une certaine indifférence, un peu de colère pour certains, mais essentiellement de l'indifférence parce que finalement, l'avantage, le grand atout du Rassemblement national depuis quelques années, il n'a que des problèmes de riches, il a deux candidats. Il a deux candidats qui sont totalement souhaitables, qui sont acceptables et qui feraient le job de la vie de leur socle électoral. Et même, ils ont autre chose, vous en parliez tout à l'heure, ils ont deux lignes. Un peu une ligne droitière libérale, une liste populaire, celle de Marine Le Pen, le marinisme et le bardélisme, qui ne sont pas antagonistes, dans l'esprit d'un sympathisant RN, elles sont complémentaires. Ils ont deux candidats. Alors, ils auront peut-être un ticket, on ne sait pas dans quel ordre ça se jouera, mais moi, ça m'avait frappé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas cette attente, il n'y a pas cette urgence de la part de l'électorat du RN. Évidemment, si Marine Le Pen décide d'y aller, elle sera relégitimisée, et dans les jours qui viennent, on verra une sorte de dynamique électorale dans les mesures d'opinion, on verra combien de temps ça dure, mais il n'y a pas cette urgence. Le RN, il y avait presque une sérénité cette année qui s'est écoulée dans l'électorat RN quand on l'interrogeait. C'est pas si grave finalement. C'est peut-être injuste pour elle, mais ce n'est pas si grave parce que pour nous, rien ne nous arrive, on a quelqu'un d'autre. J'y vais pas. En tout cas, la question, c'est celle d'une 4e candidature à l'Élysée pour Marine Le Pen, elle qui est engagée en politique quasiment depuis le début, comme nous le rappelle Dario Borgogno. Marine Le Pen face à un choix décisif. Sceller le sort d'une ambition présidentielle poursuivie de longue date. Ce qui la destine à la politique, c'est d'abord son patronyme. Elle a 4 ans lorsque son père fonde le Front National. Provocation anti-immigration, propos antisémites, Jean-Marie Le Pen repousse une grande partie du public, mais elle le soutient. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus. Marine Le Pen commence comme avocate. Est-ce parce qu'elle a du mal à trouver des clients, rebutée, dit-elle, par son nom, ou déjà par ambition politique, que très vite elle se présente aux législatives? Baptême électoral. Elle finit par quitter le barreau pour rejoindre le parti à la flamme, jusqu'à en devenir
le visage. Voilà les estimations donc. 2002, pour la première fois, le FN est au second tour de la présidentielle. Premier plateau télé, Marine Le Pen impose son style. Qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr. Adoubée par son père, Marine Le Pen grimpe les échelons du parti. Celui qui lui laisse la main en 2011... Marine Le Pen est élue président du Front National. ...deviendra l'un de ses plus grands obstacles. Elle veut normaliser le parti, lui réitère injures et propos négationnistes. Jusqu'à la rupture, Jean-Marie Le Pen est exclu, le FN change de nom. Il faut qu'aux yeux de tous, il ne fasse plus de doute que nous sommes désormais un parti de gouvernement. Une stratégie payante. En 2022, elle signe un score historique, 41% au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen semble mieux placée que jamais pour 2027, jusqu'au procès des assistants parlementaires. Il faut le dire, Marine Le Pen n'imaginait pas un tel scénario. Même si la décision en appel la rend éligible en 2027, elle laisse une nouvelle fois Marine Le Pen dans un scénario qu'elle n'avait pas vraiment prévu. C'est finalement à elle que reviennent les clés de son avenir politique. Et c'est vrai que son principal adversaire depuis des mois, c'était plus un candidat politique, c'était un calendrier judiciaire. Ce soir, son obstacle, c'est son cas de conscience, en fait. Un cas de conscience, moi j'aurais dit, c'est un peu compliqué parce que ça voudrait dire qu'il y a de la morale là-dedans. Un cas de conscience, il y a un cas politique de savoir si oui ou non elle est en mesure de franchir cette ligne et d'enfin de parvenir à son souhait. En fait, la question ce soir, c'est aussi qui est le meilleur candidat pour le RN. Mais l'un ou l'autre, moi, ce que j'ai trouvé très juste, si je peux me permettre, juste en 2 mots, c'est la permanence du groupe parlementaire depuis 4 ans, avec ces 2 lignes qui le traversent, et cette espèce de poids et cette force qu'ils ont d'être parvenus à ne pas se diviser face à une gauche qui se chapellise, face à un centre qui... D'ailleurs, ce soir, on a Édouard Philippe qui sera sur France 2, on aura Gabriel Attal sur TF1. Et pour moi, c'est l'illustration qu'ils ne sont pas capables de parler d'une seule voix, ce centre de droite-là. Et en fait, le RN a cette force qu'avec l'un ou l'autre candidat, et je parle sous le contrôle des enquêtes d'opinion, eh bien, visiblement, leur force reste à peu près la même. Antoine ? Jordan Bardella aurait des faiblesses quand même comme candidat. D'abord, il serait élu à 31 ans, ce qui est quand même très très jeune. Il manque d'expérience politique par rapport à Marine Le Pen. Ce serait sa 4e candidature à la présidentielle. Maintenant, elle n'a plus le problème d'Emmanuel Macron avec ce débat de second tour qu'elle a toujours raté puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Donc maintenant, c'est celle qui, on va dire, a une légitimité avec peut-être Jean-Luc Mélenchon pour être l'ancienne, la candidate expérimentée. Et puis, on sent du côté de Jordan Bardella quelques faiblesses dans la communication. On a vu récemment sa présence au Grand Prix de Formule 1 à Monaco, alors qu'en même temps, il y avait une marche blanche pour l'IANA. Et son argument, c'est de dire des marches blanches, il y en a tous les jours. C'est une erreur de communication. Est-ce qu'on est bien sûr que si c'est lui qui y va, elle le soutiendra bec et ongle ? Je n'imagine pas qu'elle ne le soutiendra pas. J'imagine même possible qu'elle puisse un jour devenir présidente de l'Assemblée nationale ou ministre des Affaires étrangères de Jordan Bardella. Ça me semble tout à fait possible. Et pour compléter ce que vous dites, moi je pense que la force qu'il a, lui, c'est ce libéralisme économique dont nous parlions tout à l'heure, qui fait qu'il est soutenu par un milieu des affaires, ou disons par une ère économique qui aurait intérêt à le circonvenir, et surtout par ceux qui sont favorables à l'union des droites et qui n'iraient pas vers Marine Le Pen, mais qui, dès le premier tour, pourraient proposer à Jordan Bardella, évidemment, des Éric Ciotti et autres, mais même un Éric Zemmour, une Sarah Knafo et François-Xavier Bellamy n'attend que cela, pour aller les rejoindre et faire une sorte de campagne d'union des droites. Alors moi, je pense que si elle ne le soutenait, imaginons que ce soit Jordan Bardella le candidat, et que Marine Le Pen fasse le service minimum, je pense que ce serait
serait une faute morale, une faute politique. Tout homme ou toute femme politique veut laisser une trace, y compris au sein de son électorat, ou en tout cas dans l'histoire politique récente. Et ne pas le faire serait interprété comme une sorte de trahison et finalement d'égoïsme inacceptable. C'est le premier point. Et de toute façon, je pense que elle y est obligée, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Je pense que si c'est Jordan Bardella, il aura plus besoin de Marine Le Pen que Marine Le Pen n'aura besoin de Jordan Bardella si elle est candidate. Elle sera là pour rassurer les milieux populaires. La grande réussite de Marine Le Pen ces 10-15 dernières années, c'est d'avoir fait passer le RN de la zone des 20% aux élections à la zone des 30, voire des 35% maintenant dans certaines mesures d'opinion. C'est à elle et à elle seule que le parti, que ce mouvement, que la droite nationaliste le doit. Et ça a été réalisé parce qu'elle a su capter des milieux populaires qui, très longtemps, dans une perspective historique, ont voté à gauche, puis se sont réfugiés dans l'abstention parce qu'ils ne savaient plus où ils habitaient, quelque part ils avaient été déçus par la gauche, et qui ensuite ont basculé vers le vote pour le Rassemblement national. Mais cette année, cette campagne électorale, elle sera particulière parce qu'elle va réhabiliter la bataille des milieux populaires. Il y a aussi un parti... Mais est-ce que l'électorat populaire suivra Jordan Bardella ? C'est justement là où je veux en venir, c'est qu'avec la France Insoumise, ce n'est pas qu'un parti politique qui parle à la jeunesse urbaine, à certains quartiers très particuliers, qui parle de Gaza ou qui fait des jeux de mots douteux sur la prononciation d'Epstein. C'est aussi le parti qui, aujourd'hui, pour les classes populaires, est redevenu finalement ce qu'était le Parti communiste autrefois. Il redevient un concurrent du Rassemblement national sur ces strates de Français qui ne savent plus véritablement pour qui voter, mais qui veulent voter pour un parti qui défend les classes populaires. Et ça, Jordan Bardella, à cause de son positionnement pour l'instant de droite plus traditionnaliste, plus conservateur et plus libéral, aura absolument besoin de Marine Le Pen. Je vais vous couper tout de suite parce qu'on a une première information. Et donc apparemment, Marine Le Pen se pourvoit en cassation pour que la Cour de cassation... tranche. Alors, Maître Perrier, ça change beaucoup de choses. Alors, ça change beaucoup de choses. Si elle se pourvoit, donc le pourvoi est suspensif, donc la peine n'existe plus. Et la Cour de cassation a dit qu'elle statuerait au plus tard le 31 décembre sur le pourvoi. Donc, ça gèle la situation, le temps que le pourvoi soit examiné. C'est un pari, c'est un peu qui tout double, parce que de deux choses l'une à la fin du pourvoi, soit l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est cassé, parce qu'il y a un motif de droit de faire casser l'arrêt qui a été rendu aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'affaire revient devant une autre cour d'appel. Ou alors, et donc Marine Le Pen est remise en selle, soit le pourvoi est rejeté, et là, on en revient au mois de janvier, comme on en est aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrêt va être exécuté. Mais il va être exécuté au mois de janvier. Et donc, il y a une sorte de reculoir. Enfin, on avance vers décembre ou janvier et on en revient à la situation d'aujourd'hui. Sophie Dravinel. Non, Marine Le Pen dit « Je veux aller au bout, comme tout justiciable, au bout des voies de recours pour pouvoir défendre mon innocence dans ce dossier. » La question qui va venir après, c'est... Est-elle candidate ? Surtout, qui est candidat ? Voilà. Est-ce que c'est possible de reporter ? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'elle n'annonce rien. C'est ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle décide avec lui, puisqu'ils sont tous les deux, d'être candidate avec lui, d'avoir un duo encore jusqu'à la fin de l'année. Le ticket. Bardella, Le Pen. Est-ce que ça va tenir ? Sans ordre. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le pourvoi en cassation. Ne pas se pourvoir, c'était aussi accepter la condamnation, accepter la peine, accepter, reconnaître sa culpabilité pour des faits qui sont quand même d'une gravité. Elle est candidate. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Elle dit qu'elle fera donc campagne sans bracelet électronique, comme elle décide ce soir de se pourvoir en cassation. Donc c'est vrai que c'est un autre cas de figure encore. Donc elle est candidate, et elle n'accepte pas sa peine, elle se pourvoit en cassation. Et après, ça laisse... Le pari est que si le pourvoi est rejeté, encore une fois en décembre ou en janvier, la question du bracelet, à ce moment-là, se posera. Là, elle a un répit. Jusqu'en décembre, la question du bracelet ne se pose pas. Elle se reposera si le pourvoi est rejeté en janvier. Et à ce moment-là, il faudra bien qu'elle fasse face à cette question. On a envie de dire quelque chose à malin et demi. La justice a voulu être maline avec elle, et elle décide qu'elle garde la main. Et c'est quand même... assez fort de sa part, je trouve, en matière d'audace. C'est un pari très risqué, c'est un coup de poker, parce qu'en janvier, on aura déjà avancé dans la campagne présidentielle. Et on pourra plus reculer. Et on pourra plus reculer. Qui des deux sera candidat ? Est-ce que Jordan Bardella pourrait prendre son relais en janvier si oui, bien sûr.
Oui, les déclarations de candidature, c'est plus tard. Largement plus tard, donc c'est encore possible. Et je pense que, comme disait Stéphane Zumsteg, peut-être qu'ils considèrent qu'en fait, finalement, comme ils sont solides tous les deux, que leur électorat ils sont interchangeables. Soit l'un, soit l'autre, c'est pas grave. On peut différer le choix. En réalité... Mais si le pari semble je faire. pense que ça me paraît évident. Et ça pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, oui, on a la réponse. Oui, Jordan Bardella sera partie intégrante de cette campagne, puisqu'il sera le recours. Mais si j'ai bien compris, même si elle était condamnée en cassation, rien ne l'empêcherait, dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, rien ne l'empêcherait de poursuivre et d'être candidate avec un bracelet. Il y a toujours une question de calendrier. La décision d'une condamnation de la Cour de cassation intervient dans quel délai ? La Cour de cassation avait dit décembre, je crois au plus tard janvier. En tout cas, avant la campagne officielle. Donc, le pourvoi, mais évidemment, si le pourvoi est rejeté, l'affaire s'arrête. Si la Cour de cassation cassait l'arrêt d'aujourd'hui, elle renverrait devant une cour d'appel. Et donc, Marine Le Pen ne serait pas encore sortie d'affaire d'une certaine façon, mais elle serait quand même remise en selle. Est-ce que cette décision, ce soir, d'être candidate et de se pourvoir en cassation, c'est en fait la preuve que ce sont les avocats autour d'elle qui l'ont emportée ? Non, pas nécessairement, c'était très politique aussi. L'idée de ne pouvoir se présenter qu'en admettant sa candidature, sa culpabilité, était quand même politiquement exceptionnelle. Elle aurait passé la campagne à devoir répondre de sa culpabilité. Donc là, elle s'offre un bol d'air, en quelque sorte, pendant 6 mois. Alors, on avait peut-être une indication d'ailleurs dans la décision de Louis Alliot cet après-midi, qui lui avait annoncé qu'il voulait se pourvoir en cassation parce qu'il estimait que sa peine était trop sévère. Je rappelle que le maire de Perpignan a été condamné à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité avec sursis, ce qui lui permet de conserver la mairie de Perpignan. Je ne peux me satisfaire d'une décision qui ne rétablit pas totalement mon innocence et mon honneur, disait Louis Alliot cet après-midi dans un communiqué. Finalement, Marine Le Pen, elle est sur la même ligne. Ou alors c'est Louis Alliot qui a adopté la même ligne que Marine Le Pen. La défense de Marine Le Pen avait aussi soulevé un point de droit très important au moment du procès en appel. C'est un point de droit qui porte sur un article du Code pénal, l'article 432 alinéa 15, qui dispose, pour réprimer les détournements de fonds publics, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de soustraire des fonds publics en raison de ses fonctions ou de sa mission. Et Rodolphe Boslu, un des avocats de Marine Le Pen, affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation lui donne raison sur ce point, c'est-à-dire que c'est un article de portée franco-française qui ne s'appliquerait pas aux eurodéputés. Est-ce que c'est ça qu'elle veut jouer en cassation ? Il y a une deuxième question de droit, qui est que Marine Le Pen considère, et ça se défend, que dans le détournement de fonds publics, ça suppose que l'on ait soi-même la maîtrise du maniement des fonds, et qu'en réalité, ça n'est pas elle qui a rémunéré les assistants, mais le Parlement européen. Et donc, elle n'avait pas la main sur le maniement des fonds. Ça pourrait être un abus de confiance, ça pourrait pas être un détournement de fonds sur lequel elle n'est pas elle-même ce qu'on appelle ordonnanceur, et donc elle ne mouvemente pas les fonds. Et donc, il y a aussi là une question de droit. Il y a la question de la territorialité et l'application au Parlement européen, et aussi la question de la matérialité de ce maniement de fonds, ce que la Cour de cassation aura à trancher. Antoine Marette. Sur le calendrier, on parle de décembre. Souvenez-vous de Jacques Delors, en 1995. Tout le monde pense qu'il est candidat, et puis en décembre, en fait, il annonce devant Anne-Sinclair sur 7/7 qu'il n'est pas candidat à la présidentielle. On est en décembre. Là, ce serait à peu près la date... le calendrier qui correspondrait à une nouvelle échéance pour Marine Le Pen. Et dans ce cas-là, le RN changerait de candidat. Souvenez-vous que le PS, en 1994, donc décembre 1994, il n'avait pas de candidat de remplacement. Absolument. Donc il y avait eu une organisation très rapide de primaires, Henri Emmanuelli face à Lionel Jospin, et finalement Lionel Jospin était sorti un peu par hasard du chapeau, et finalement s'était retrouvé en tête du premier tour. Donc finalement, décembre, ça reste jouable. Voyons ce qu'on en dit du côté de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale où vous vous trouvez, Stéphanie Despierres. Vous êtes aux côtés de Sandrine Runel, la députée socialiste. C'est à vous, Stéphanie. Bonsoir Sandrine Runel. Marine Le Pen vient d'annoncer qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle. Quelle est votre réaction ?
Je trouve ça proprement scandaleux. Elle vient d'être condamnée une nouvelle fois, à la fois à de la prison, à la fois une peine d'inéligibilité, à une condamnation aussi financière. Et malgré tout, elle fait comme si de rien n'était et elle se déclare en plus candidate à l'élection présidentielle. Alors je me pose la question de comment elle va faire campagne avec son bracelet électronique. Et je suis assez outrée que quand on est condamné pour détournement de fonds publics, quand on est condamné 2 fois, on se déclare candidate à la plus haute responsabilité de notre pays. Elle fait jouer son droit de recours, elle dit en effet qu'elle se pourvoit en cassation et elle explique qu'elle estime que ça suspend le reste des décisions et qu'elle pourra faire campagne sans bracelet. Alors, ça suspend la procédure, mais ça ne suspend pas sa culpabilité. Elle a été condamnée encore une fois 2 fois. Elle a été condamnée à de l'inéligibilité et elle a été condamnée à une peine de prison ferme. Donc, il y aura un aménagement de peine sûrement, comme par ailleurs Nicolas Sarkozy a pu en bénéficier. On a déjà eu un ancien président de la République qui a été condamné, qui est allé même en prison. Est-ce que la France va encore se ridiculiser en ayant une présidente de la République qui aurait un bracelet électronique? Comment présider le Conseil des ministres avec un bracelet électronique? Toutes ces questions, en fait, n'appellent aucune autre réponse qu'elle ne devrait pas être candidate et elle devrait plutôt se ranger derrière cette décision de justice. Vous regrettez que la Cour d'appel ait donné une peine plus clémente ? Non, pas du tout. Moi, je ne commente pas les décisions de justice. La justice est indépendante. Mais par contre, la condamnation, elle est claire. Ce n'est pas une peine qui est plus clémente. C'est une peine qui la condamne encore une fois à de la prison ferme, à de l'inéligibilité et à surtout une condamnation financière. Et surtout, on reconnaît sa culpabilité et sa responsabilité ainsi que celle de 27 élus pendant 12 ans sur le détournement d'argent public des fonds européens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour réagir. Merci Stéphanie Despierres. Depuis les 4 colonnes, vous intervenez à tout moment. Je salue Benjamin Morel qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Benjamin, politologue, maître de conférences en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Votre premier commentaire. On a l'impression de vivre une journée pleine de rebondissements avec des choses annoncées qui ne se passent pas du tout comme prévu. Non, en effet. Alors, je dirais le rebondissement, le dernier rebondissement, laisse tout de même relativement interrogatif d'un point de vue juridique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, en l'état du droit, on n'a pas vraiment de précédent, si un pourvoi en cassation est vraiment suspensif de la première peine, et notamment, enfin, pas de la première peine, mais du titre provisoire de la première peine. Et donc là, il y a une vraie interrogation. Marine Le Pen parie sans doute sur le fait que la Cour de cassation a dit qu'elle trancherait quoi qu'il arrive avant l'élection présidentielle, ce qui lui laisse la possibilité, quoi qu'il arrive, si c'est le cas, d'être candidate. En revanche, ça veut dire que si la peine est confirmée parce que le pourvoi est rejeté, ça veut dire qu'à partir du mois de janvier, admettons que ce pourvoi ait lieu en janvier, elle aura un bracelet électronique dans le moment le plus intense de la campagne, à un moment où la possibilité de demander son retrait sera encore impossible. Donc c'est un vrai risque politique qu'elle prend. Je ne sais pas s'il a été complètement mesuré. Par ailleurs, moi, il y a une vraie question que je me pose, c'est le fait d'accepter de s'infliger à nouveau ce supplice chinois d'attendre une décision de justice. C'est la position dans laquelle le RN se trouve depuis la première instance, en fait, puis depuis le procès en appel en février. Là, à nouveau, on a une échéance judiciaire qui va faire peser quand même quelque chose sur cette campagne présidentielle, même si on dit depuis tout à l'heure que les 2 candidats sont interchangeables. Est-ce que c'est on étudiera la question de savoir si oui ou non elle n'est pas en train d'empêcher Jordan Bardella d'y aller. On peut se poser, on peut se demander, est-ce que ce soir, elle y est allée malgré tout parce qu'elle s'est dit, mais non, il faut que ce soit moi, c'est mon tour, il faut que ce soit à moi d'y aller. En tout cas, elle a encore laissé montrer ce soir, Elsa, qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre eux pour le moment. Oui, dans son interview, elle parle vraiment de couple, de complémentarité, de binôme, d'une cause qui nous dépasse. La question lui est posée de savoir si Jordan Bardella n'est pas déçu. Elle dit que les ambitions personnelles ne rentrent pas en compte. Elle dit aussi que tous les deux, ils ont envisagé ce rôle, que si ce qui est passé, c'est une épreuve, ça a renforcé la qualité du travail commun. Voilà ce qu'elle dit. Il faut y croire. Libre à vous d'y croire ou non. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle reparle effectivement de binôme, de complémentarité, de couple. Stéphane Zumsteg, moi je me pose aussi la question des électeurs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à force aussi une lassitude de se dire « Ah bon alors maintenant, on nous avait dit qu'il fallait attendre le 7 juillet et puis finalement il va falloir attendre le mois de janvier ».
Moi, pour connaître un petit peu, pour avoir étudié un petit peu le socle électoral de ce parti, je ne pense pas qu'il y ait de lassitude. Je pense que c'est une décision qui va leur faire plaisir, enfin, ce bol d'air que vous évoquiez tout à l'heure, parce que quand on regarde, enfin, tout ça est finement joué, tout ça est remarquablement joué, il faut le reconnaître. Le narratif qui va se mettre en place, c'est une femme libre, je reprends le terme que j'utilisais tout à l'heure, courageuse, et vous parliez de faire don de son corps, oui, pour le coup, là, ce sera presque au sens littéral du terme, avec tout ce que ça pourrait signifier en termes d'entrave physique à partir de décembre ou de janvier. Moi, je ne pense pas, au contraire, je ne pense pas, en tout cas dans les premières semaines, je ne pense pas que tout ça va lasser l'électorat. Là encore, l'électorat du RN ne souhaitait pas particulièrement choisir entre l'une et l'autre. Là n'était pas la question. Les deux étaient des candidats de qualité, des candidats plus qu'acceptables pour les électeurs du RN. Après, on peut être un peu plus de droite et libérale ou un peu plus national populaire, peu importe, mais les deux candidats font l'affaire. Je pense qu'on a affaire à un électorat aujourd'hui qui est satisfait, qui est satisfait de cette décision de justice, qui est satisfait de la décision de Marine Le Pen. Et tout ça s'inscrit quand même dans une... Je vais prendre une expression de Jean-Marie Le Pen. Souvent, on prend les expressions de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui pour montrer la différence, ce qu'est devenu le RN de sa fille. Non, mais là, il y a quelque chose, c'est ce qui avait très bien fonctionné à l'époque, c'est tête haute, main propre. C'est un peu ça ce qu'essaye de faire passer le Rassemblement national aujourd'hui. Donc, et le bracelet électronique, c'est pas main propre. Ça ne suffit pas d'être en situation de se présenter, alors que c'est une victoire en soi. Elle a d'ailleurs dit « j'ai les mains propres ». On va aller jusqu'au bout. Exactement comme le disait Louis Alliot. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la démonstration de notre innocence. On verra bien ce que ça donnera, mais peu importe, quelque part, là, la campagne pour le RN est vraiment lancée. Ils n'ont pas de candidat, s'ils ont Marine Le Pen, mais ils en ont toujours deux. Et tout ce qui fait la richesse de ce parti aujourd'hui est intact. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, puisque ce soir même, ils sont en train de regagner ensemble, Jordan Bardella et Marine Le Pen, le siège du Rassemblement national dans le 16e arrondissement de Paris. Demain, déplacement ensemble sur le marché de la Flèche, en Sarthe, à 11h, demain matin. Donc ce sera la première image de campagne. Et ce sera quoi? L'officialisation de la candidature? C'est ça qui va se passer demain, Benjamin? C'était ce qui était prévu, c'est que le premier déplacement permette vraiment de lancer la campagne, de lancer la candidature. Donc là, Marine Le Pen veut dire maintenant, le sujet est tranché, je serai candidate. In fine, elle peut avoir des entraves à cette candidature, mais il y a tout à parier qu'elle pourrait être éligible le jour J. En soi, la cassation ne fait pas sauter ça. Donc elle peut avancer d'une certaine façon. Après, dans quelle mesure sa campagne va être entravée, c'est pas si évident. Après, vous demandiez, est-ce que l'électorat va attendre une décision de justice? Si elle avait été candidate, il en aurait attendu une d'une certaine façon. Il aurait fallu attendre ce qu'aurait dit le juge d'application des peines à intervalles réguliers pour savoir quand est-ce que le bracelet électronique tombait. Donc d'une certaine façon, dès le moment où elle ne renonçait pas à être candidate, eh bien, son sort était suspendu à un juge. Est-ce qu'au fond, la plus grande difficulté ce soir, elle ne se pose pas aux adversaires du Rassemblement national qui ne savent toujours pas contre qui ils doivent faire campagne, à part peut-être contre le Rassemblement national? En tout cas, c'est sûr qu'ils vont manquer de prise. Et ce que l'on observe, c'est Moi, ce qui m'a marqué, encore une fois, je repense à Liévin, parce que la mise en scène était quand même très importante. Ce week-end, meeting avec Jordan Bardella, elle est quand même montée sur scène dans un remix électro de Mourir sur scène de Dalida. Et donc, elle était mais vraiment dans une dimension de quoi qu'il arrive, je vais y aller, comme vous le dites très justement. Et donc là, l'électorat va être mobilisé derrière elle contre, encore une fois, ce pouvoir qui est celui des juges et des politiques hostiles à leur droite nationaliste. Et à ce titre-là, moi, je pense qu'ils ont un boulevard. Et de fait, du coup, les adversaires manquent de prise parce que sauf à dire effectivement que la condamnation, l'inconséquence de ses propos, sur l'inéligibilité, etc. Mais vu qu'ils ne croient pas en cette justice-là, la question de l'inéligibilité de ce dont elle pouvait parler avant ne s'applique pas. Et donc je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver de quoi accrocher la campagne. Les adversaires politiques du Rassemblement national préféraient ouvertement affronter Jordan Bardella plutôt que Marine Le Pen, qui a déjà 3 présidentielles à son actif. Oui, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Oui, bien sûr, ça dépend aussi. Ça dépend des électorats. Parce que là encore, si vous êtes un candidat, je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon ait la même stratégie qu'Édouard Philippe dans l'hypothèse où il serait confronté au second tour à l'un ou à l'autre des candidats potentiels du RN. J'entends depuis quelque temps dire que Jordan Bardella ferait forcément un plus mauvais candidat ou un moins bon candidat que Marine Le Pen. Peut-être. Moi, je n'ai rien, en tout cas, pour l'étayer. Oui, il est plus jeune, il a des handicaps, c'est évident, mais il a aussi des atouts formidables. Il sait
drainer une partie de l'électorat de droite que Marine Le Pen a toujours été incapable de saisir. Absolument. Donc, et il incarne aussi autre chose, la nouveauté. Enfin, les jeunes votent plus qu'il y a quelques élections, et maintenant, quand ils votent, c'est pour le Rassemblement national. Alors que Marine Le Pen, elle porte son nom. Alors que, rappelez-vous, oui, bien sûr, rappelez-vous de l'entre-deux tours 2002, c'était des millions de jeunes, c'était la jeunesse, était dans la rue contre le Front National. Aujourd'hui, le premier parti auprès des moins de 25 ans ou des moins de 35 ans, c'est, et de loin, le Rassemblement national. C'est vrai qu'on avait beaucoup entendu ces derniers temps que les opposants préféraient Jordan Bardella, mais il y en avait beaucoup qui disaient aussi Marine Le Pen, son nom l'empêche, et avait le souvenir aussi d'un débat entre Jordan Bardella ou Gabriel Attal où tous les commentateurs avaient dit que Gabriel Attal s'en était sorti haut la main, que ça faisait aucun doute. Le lendemain, une étude d'opinion sort, pour les Français, c'est Jordan Bardella qui a gagné. Donc, il se méfie quand même, et moi j'entends évidemment, il y a des petites phrases sur il est jeune, il est inexpérimenté, il a des faiblesses, il va faire des gaffes, etc. Mais il y a aussi beaucoup qui disent faut faire très très attention. Il est quand même, c'est quelqu'un qui pour 31 ans a une carrière politique et arrive à séduire les foules de manière assez incroyable. Mais de fait en duo politique, dans la campagne, on peut quand même soupçonner qu'il aura plus de difficultés que Marine Le Pen, même si elle aussi en a eu. Mais face à Édouard Philippe, évidemment, on se souvient de quelques difficultés qu'il avait pu avoir sur le fond. Et ça, je pense que, évidemment, ceux qui regardent seront gênés de le voir mis en difficulté. Mais est-ce que ça aura un impact sur l'électorat ? Je n'en suis pas certaine. Et par ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas aussi, ces derniers temps, et ça, c'est les journalistes qui couvrent le RN qui le savent mieux que nous, Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y avait pas un risque de scission au sein du Rassemblement national, non pas entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais entre leurs proches respectifs? Alors, de scission, pas certain, parce qu'en réalité, la scission, ça impliquerait que vous construisiez quelque chose ailleurs. Or, le RN ne marche pas comme ça. Vous êtes en tout cas, le FN avait marché comme ça un peu. Il y a des scissions dans les chapelles, mais le MNR de Bruno Maigret, ça n'a jamais été un grand parti, pas même non plus les patriotes de Florian Philippot. Donc, si vous voulez, c'est plus une purge ou une mise de côté que de vraies scissions partisanes. Donc le risque, en effet, c'était un changement d'entourage et une purge des entourages. Là, pour le coup, l'entourage de Marine Le Pen reste autour d'elle, celui de Jordan Bardella reste également autour de lui, et il y a une forme, Stéphane le disait très bien, il y a une forme de maintien du duo. Ce duo peut être relativement fonctionnel. Elle n'aurait pas, en tout cas elle avait exclu de l'être, elle n'aurait pas pu être la première ministre de Jordan Bardella. C'était ce qu'elle avait exclu. En revanche, elle redit ce soir qu'il sera bien son premier ministre si elle est élue. Ils sont en ticket, ils sont en duo, ça permet de maintenir le duo, ce que sa non-candidature n'aurait pas permis de maintenir. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont surjoué même ces derniers temps le côté si c'est toi, c'est formidable, si c'est moi, c'est parfait, etc. Après, effectivement, comme ils ont des lignes un peu différentes, des proches qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, sans forcément parler de scission, on peut penser que c'est compliqué pour ceux qui ont soutenu Marine Le Pen pendant des années de voir au dernier moment Jordan Bardella passer devant et inversement. Sans citer de nom, pardon, on peut dire qu'il y en a certains qui le voyaient très mal, tout ça. Oui, et qui n'hésitaient pas à critiquer l'un, critiquer l'autre, les lignes, on l'a bien vu aussi sur les côtés économiques, le côté de la réforme des retraites, etc. Alors effectivement, au Rassemblement national, ça ne se fait pas comme dans d'autres partis, tout ouvert sur les plateaux télé, etc. C'est beaucoup plus discret. Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'ils n'ont pas les mêmes soutiens au sein du parti. C'est peut-être ça aussi qui a gagné ce soir le Rassemblement national, c'est de continuer à montrer cette unité pendant que la gauche et la droite se déchirent sur des primaires, sur des candidats. Oui, l'unité et peut-être aussi la combativité, parce que ils ne capitulent pas devant la décision de justice qui contribue à cette rhétorique de seul contre tous, la justice nous en veut, ce côté un peu obsidional du Rassemblement national, de citadelle assiégée, et donc ça prolonge encore l'idée qu'on ne s'incline pas devant une décision de justice qui cherche à nous empêcher de nous présenter au suffrage, qui fait obstacle entre les Français et nous. Et donc cette rhétorique-là, j'allais dire, on en prend encore pour 6 mois. Stéphane ? Oui, mais qu'est-ce qui est remarquable là-dedans ? C'est à quel point ce parti se différencie dans sa quête pour démontrer sa probité en allant en cassation. En fait, c'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils ont fauté, ils n'ont pas fauté. Peu importe, la question n'est pas là. On verra ce que ça donnera en décembre ou en janvier. Mais je le redis, nous sommes un parti différent. Pourquoi nous sommes un parti différent ? Parce que nous sommes un parti d'honnêtes gens. Et ça va fonctionner. Ce qui a été fait là, aujourd'hui, au-delà du bol d'air, au-delà de ce que vous évoquiez, c'est le côté, nous, on est honnêtes et on veut aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, on veut faire la démonstration de ce qui est avant tout. On s'attendait ce soir à un renoncement et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un entêtement ? Et Stéphane, pardon, il y a aussi une autre donnée,
c'est que le Rassemblement national est aussi condamné et va aussi se pourvoir. Il n'y a pas seulement la personne physique. Après, ça, c'est la magie de la politique de travestir une partie de la réalité. C'est ce qui avait été fait au soir du jugement en première instance. Qu'est-ce qui restera, en tout cas dans les jours qui viennent de cette décision, c'est cette volonté à tout prix de laver son honneur. Et ça, après, d'un point de vue très pragmatique encore, j'y reviens, mais on l'a déjà dit, ça signifie que là, le bracelet électronique, elle l'aurait tenu jusqu'à l'automne, début de l'hiver. Là, potentiellement, elle va l'avoir durant la phase la plus active de la campagne. Et qu'elle peut rentrer à l'Élysée avec une question qui va se poser, qui serait l'immunité présidentielle. Eh bien, interrompt-elle l'application d'une peine en cours, ce sur lequel on n'a aucune certitude du point de vue du droit. Et donc là, ça pose quand même d'autres problèmes qui se seraient réglés si là, elle n'avait pas fait de pourvoi en cassation. Donc ça pose quand même un certain nombre de sujets. C'est un vrai pari stratégique. À ce stade-là, je trouve trop tôt pour dire qu'il est gagnant. Oui, évidemment, il est trop tôt pour dire qu'il est gagnant et surtout, effectivement, on parlait tout à l'heure des opposants, ils vont quand même essayer de se jeter là-dessus pour dire, parce qu'effectivement, ils veulent être le parti des honnêtes gens, mais ils ont quand même volé l'argent, sinon des Français, celle de l'Europe, qui est quand même celle des Français, et ça... il y a quelque chose d'assez fou de se dire qu'aujourd'hui, dans notre Ve République, nous en sommes arrivés là. C'est-à-dire que nous débattons sur un plateau de savoir si une personne qui a été condamnée par la justice peut devenir chef de l'État. Et on a l'air de trouver ça possible, envisageable, voire, je veux dire, justifié aux yeux de leurs électeurs. Moi, je trouve que c'est une évolution de la considération que l'on a pour la probité et le poids de la justice qui est troublant. On va rejoindre Clément Méric qui se trouve devant le siège du Rassemblement national à Paris, dans le 16e arrondissement. On est à quelques encablures de TF1. Clément, quelle est la suite de la soirée pour le binôme ? Eh bien, le Rassemblement national a envoyé un communiqué de presse aux journalistes pour adresser un message très clair. Marine Le Pen l'a annoncé ce soir sur TF1. Elle est la candidate du Rassemblement national à la présidentielle. Et cette campagne, elle veut la mener main dans la main avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Donc, à l'issue de son interview à TF1, ils vont se rendre ensemble, ici même derrière moi, au siège du Rassemblement national, pour une réunion de travail. Et dès demain matin, ils seront en déplacement sur un marché, le marché de la Flèche, dans la Sarthe, suivi dans l'après-midi d'une réunion de travail au siège du Rassemblement national avec les instances dirigeantes du parti. Le message est clair donc, elle est bel et bien la candidate du Rassemblement national et sa campagne est lancée. Merci Clément. Alors d'ailleurs, c'est à la Flèche demain, sur le marché de la Flèche. Donc on n'est ni avec le RN du Nord, ni avec le RN du Sud. On est avec le RN sartois demain matin. Pourquoi ce choix ? Il y a le Prytanée militaire, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre... C'était la circonscription dans laquelle sa sœur avait voulu se présenter, il me semble, dans la Sarthe. Et c'est l'une des grandes victoires des dernières municipales, qui a été très symbolique. D'ailleurs, il y a eu un reportage de vos confrères dessus. Donc c'est vraiment un symbole pour le RN. Le symbole également d'une terre de conquête. C'est le département de François Fillon, c'est l'Ouest. Et donc, à partir de là, ce n'est pas le RN à la conquête de ses propres terres, c'est le RN à la conquête de la France. Du point de vue du message, c'est plutôt intelligent. Et effectivement, comme vous le dites très justement, les LR, les Républicains, étaient extrêmement embarrassés par cette victoire parce que c'est vraiment un de leurs fiefs. Et c'est un message qui est pour moi adressé à la droite, l'entièreté de la droite. On y va ensemble. Et si vous voulez, face à Jean-Luc Mélenchon, c'est des éditos qu'on peut lire ici ou là dans le Figaro ou ailleurs, entre le pire et le détestable, eh bien, choisissons, voilà. Et du coup, il y a dans la Sarthe quelque chose d'éminemment intéressant parce que c'est cette bourgeoisie installée, des républicains, terrienne, qui est... très très fidèle et qui a été extrêmement vexé pour connaître quelques responsables locaux de cette perte de la Flèche qui était une vraie victoire et le vrai signe de l'implication sur le terrain, de la prise du terrain par le RN. Il y a aussi une question qui se pose du matériel électoral. On a vu Édouard Philippe faire son meeting le week-end dernier, lancer son slogan. Là, ça veut dire, pour le Rassemblement national, pas d'affiche, pas de slogan. Pas avant janvier en tout cas.
Ou alors ils peuvent être tous les deux sur l'affiche. Vous savez, sur les candidats aux législatives, souvent Oui, il n'y avait pas il y a la photo des suppléant. candidats. Il y avait Marine Le Pen, Jordan Bardella. On peut très bien imaginer Un homme, une femme. un slogan, un homme, une femme, jeune vie. On peut imaginer tous les deux sur l'affiche avec un slogan. Et d'ailleurs, par rapport aussi, on verra si c'est un argument qu'elle reprend demain, mais on a bien vu que l'angle d'attaque tout au long de la journée, c'était de dire que le fait politique, c'était les condamner. Là, elle redevient présumée innocente. Et elle va le redire. Et ça prouve bien que dans son état d'esprit, il fallait qu'elle puisse le dire encore pour pouvoir mener campagne de manière la meilleure, la plus souhaitable pour elle possible. Je voudrais qu'on oui. On y revient, elle est éligible. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si son pourvoi est rejeté, on retrouve la peine d'appel. Donc, in fine, elle aura quand même purgé sa peine en termes d'inéligibilité, avec un bracelet peut-être, mais elle pourra être sur la ligne de départ le 18 avril. Bertrand, je voudrais vraiment qu'on refasse un point de calendrier. Donc le pourvoi en cassation, formellement, ça se passe comment ? Alors, elle n'a pas besoin de le motiver. C'est une feuille A4 qu'elle remplit. Et je me pourvois en cassation. Son avocat dit « je me pourvois en cassation ». Point. Il a 10 jours pour le faire, à compter d'aujourd'hui. À ce moment-là, il va y avoir une procédure accélérée au sein de la Cour de cassation. La Cour de cassation est un juge du droit. Marine Le Pen ne comparaîtra pas devant la Cour de cassation. Oui, ça se fera uniquement sur des mémoires écrites. Elle ne juge pas les faits, Donc, elle dit le droit. Elle va constituer un avocat à la Cour de cassation. Elle a 1 mois pour le faire. Je vais vous dire, elle l'a déjà choisi. Vous êtes avocat à la Cour de cassation, oui, c'est pas moi. Enfin, je crois que c'est pas moi. Parce que sinon, il fallait le dire dès le début. Non, je crois que c'est pas moi. En tout cas, à cette heure, ça n'est pas moi. Et je crois savoir qui c'est. Donc, elle avait pris des contacts, évidemment, en amont avec un avocat à la Cour de cassation qui va se voir impartir un délai pour établir un mémoire qui critiquera la décision de la Cour. Il y aura un rapporteur qui sera désigné, qui sera un magistrat au sein de la Cour de cassation. Il y aura un avocat général qui va être désigné. Chacun va faire connaître son avis sur les moyens de droit. Et puis, il y aura une audience, mais qui est une audience sans comparution des parties, en tout cas sans audition des parties. Marine Le Pen pourra être présente, mais même si elle est présente, elle ne sera pas entendue. Et in fine, la Cour de cassation statuera. Elle a 2 possibilités. Soit elle rejette le pourvoi, et donc elle considère que l'arrêt rendu aujourd'hui est juridiquement valable, soit elle considère qu'il est vicié, qu'il y a une faille de raisonnement, de motivation. À ce moment-là, elle le casse, mais elle ne juge pas elle-même, et elle renverrait à une autre cour d'appel pour rejuger à nouveau Marine Le Pen. Et donc là, on est en 2032. Non, mais on est en 2028. Bon, merci infiniment à tous les 3 d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte pour en parler en direct avec nous, pour vivre cette soirée ensemble. Merci Bertrand et merci Elsa. On vous retrouve demain sur LCP, demain après-midi, pour les questions au gouvernement. Et moi, je vous retrouve demain en direct à 19h30 pour Chaque Voix Compte. Passez une excellente soirée sur la 8. À demain.